Condoleezza Rice est de retour. L'une des néoconservatrices les plus bellicistes du début des années 2000 vient d'écrire un long article dans Foreign Affairs, le centre idéologique pour ces figures. Cela est remarquable pour deux raisons. Premièrement, le timing et le sous-texte à la lumière des prochaines élections présidentielles. Deuxièmement, la vision du monde néoconservatrice sans complexe qu'il continue de promouvoir, même après des décennies de politique étrangère échouée et sanglante. Pour mieux comprendre cela, examinons le texte et voyons ce que nous pouvons en apprendre. L'article en question est les périls de l'isolationnisme. Le monde a encore besoin de l'Amérique et l'Amérique a encore besoin du monde, par Condoleezza Rice. Et au cas où vous auriez oublié qui est Condoleezza Rice, elle a été la 66e secrétaire d'État des États-Unis de 2005 à 2009, pendant le second mandat de l'administration de George W. Bush. Avant cela, pendant le premier mandat de George W. Bush, lorsque les États-Unis sont entrés en Afghanistan et en Irak, elle était conseillère à la sécurité nationale. Elle occupait le poste que Jake Sullivan a actuellement, en tant que l'un des principaux idéologues de la Maison-Blanche à cette époque. Elle était fière au début des années 2000 lorsqu'elle a annoncé que les États-Unis avaient enfin une grande stratégie. Cette stratégie consistait essentiellement à dominer tout et tout le monde. Beaucoup des horreurs que nous voyons au Moyen-Orient et que nous avons vues au cours des 20 à 25 dernières années sont en grande partie dues à ces actions. Elle était l'une des principales figures qui ont fait en sorte que le Moyen-Orient devienne une région de lutte de pouvoir absolu. Un pays après l'autre, de l'Afghanistan à l'Irak, la Libye, la Syrie, et ainsi de suite, n'a cessé de tomber. Elle était à l'avant-garde de ce mouvement. Maintenant, l'article de Condoleezza Rice dans Foreign Affairs est remarquable parce qu'elle n'écrit pas souvent là-bas. Elle n'a écrit que 3 articles pour ce magazine. Le premier était au tout début de son ascension au plus haut niveau de l'élaboration des politiques de la Maison-Blanche en l'an 2000, lorsqu'elle a écrit sur sa campagne promouvant l'intérêt national. Et puis, elle a écrit à nouveau vers la toute fin de son mandat, lorsqu'elle était sur le point de quitter son poste de secrétaire d'État, ou dans sa dernière année, lorsqu'elle a écrit sur la réévaluation de l'intérêt national. Maintenant, elle est de retour avec un article sur les dangers de l'isolationnisme, et vous pouvez probablement imaginer ce que cet article va défendre. Mais examinons-le. Lorsque vous lisez des articles comme ceux-ci, ils ont tendance à être longs. Celui-ci fait 28 pages sur mon PDF. Il est souvent utile de commencer par la fin, car c'est là qu'ils essaient de faire passer le message. Tout le reste vous mène à ces dernières phrases où ils essaient de vous convaincre de quelque chose, avec tout le poids de l'essai entier. Elle soutient que si le 19e et le début du 20e siècle ont appris quelque chose aux Américains, c'est ceci. Les autres grandes puissances ne se contentent pas de s'occuper de leurs propres affaires. Au lieu de cela, elles cherchent à façonner l'ordre mondial. L'avenir sera déterminé par l'alliance des États démocratiques de libre marché, ou il sera déterminé par des puissances révisionnistes qui aspirent à une époque de conquête territoriale à l'étranger et de pratiques autoritaires chez elles. Il n'y a tout simplement pas d'autre option. C'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un néoconservateur. Elle crée un monde manichéen où il y a le bien et le mal de deux côtés. La décision pour les États-Unis d'Amérique est de savoir s'ils veulent se lever contre le mal et lutter pour la lumière, ou se retirer et laisser le monde sombrer dans le chaos par négligence. C'est un argument simpliste, étalé sur 28 pages. C'est risible si ce n'était pas si dramatique. Car ces personnes détiennent réellement le pouvoir.
Et permettez-moi de vous montrer un segment de 2 minutes d'un discours qu'elle a prononcé il y a 13 ans, vers 2010, lorsqu'elle défendait encore la guerre en Irak. Elle continue de la défendre à ce jour, insistant sur le fait que c'était une guerre très importante et qu'il était clair que nous devions intervenir. En 2010, elle a argumenté de cette manière. Concernant l'Irak, de nombreux livres et documentaires ont été réalisés sur la manière dont les renseignements ont été mal analysés et sélectionnés pour construire un argument en faveur de la guerre. Des mémos de cette époque suggèrent que les responsables savaient qu'il n'y avait qu'une faible chance de trouver réellement des armes de destruction massive en Irak. Attends une seconde, quoi? Il y a certains éléments qui suggèrent que dans la période précédant la guerre proprement dite, il y avait des doutes à ce sujet, ne diriez-vous pas? Non, en fait, je suis pas tout d'accord avec sa prémisse. Même lorsque Tony Blair a rencontré le président à Washington, il y a eu des discussions sur les renseignements et la justification de la guerre en Irak. Êtes-vous sûr à 100% lorsque vous traitez avec un pays opaque et secret où il n'y a pas eu d'inspection depuis des années? Non, vous n'êtes pas sûr à 100%. Mais la majorité des analyses de renseignements à travers le monde étaient qu'il possédait des armes de destruction massive. Nous savions qu'il avait utilisé des armes de destruction massive. Ce n'était pas une proposition théorique. Il les a utilisées contre les Kurdes, les chiites et les Iraniens. Donc il les avait utilisées plusieurs fois. Et la majorité des renseignements indiquaient qu'il reconstituait ou avait déjà reconstitué ses capacités biologiques et chimiques. Il y avait un débat sur ses progrès dans le domaine nucléaire. Certains pensaient qu'avec une assistance étrangère, il pourrait y parvenir en 1 an, tandis que d'autres pensaient que cela prendrait plusieurs années. Donc non, si vous étiez en position de décision, il n'y avait pas de preuves suggérant qu'il n'était pas d'armes de destruction massive. Maintenant, ce que nous avons trouvé, L'orateur suggère que lorsqu'on est en position de décision, comme l'était Condoleezza Rice, elle estimait qu'il était de son devoir d'agir, même si cela entraînait la mort de centaines de milliers d'Irakiens, parce qu'elle n'était pas certaine qu'il n'avait pas d'armes de destruction massive. C'était l'état d'esprit des années 2000 pendant le moment unipolaire. Elle faisait partie de la classe supérieure des personnes qui ont influencé la politique étrangère à cette époque où les États-Unis pouvaient agir en invoquant l'incertitude. Comme Rumsfeld nous l'a dit, l'absence de preuves n'est pas la même chose que la preuve de l'absence. C'était un slogan, bien qu'imparfait, mais il a été utilisé pour justifier des actions. Cela leur a permis d'envahir non seulement l'Afghanistan, avec le consentement du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi l'Irak, sans celui-ci. Cette mentalité d'impunité totale signifiait que même si les décisions étaient basées sur des informations factuellement incorrectes, il n'y aurait pas de conséquences. Based on factually wrong information, then nothing will happen to you. And nothing did happen to her. She did become Et rien ne lui est arrivé. Elle est devenue directrice de la Hoover Institution, ou peut-être simplement présidente du conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, elle a mené une vie très lucrative après avoir été impliquée dans des décisions qui ont conduit à la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Cela comprenait son passage dans le secteur privé, après ses 4 années en tant que secrétaire d'État. Elle est devenue partenaire fondatrice de Rice, Hadley & Gates, une société de conseil stratégique international basée à Silicon Valley et Washington, D.C. La société travaille avec des cadres supérieurs de grandes entreprises pour mettre en œuvre des plans stratégiques et s'étendre sur les marchés émergents.
Cette femme s'est ensuite lancée directement dans la vente d'accès. Elle a obtenu cet accès en passant 8 ans dans des postes de haut niveau, acquérant les numéros de téléphone et les adresses e-mail de personnalités importantes du monde entier. Elle a ensuite vendu cet accès à des entreprises privées, gagnant des millions, sans aucun doute, des dizaines de millions. En 2022, elle est même devenue copropriétaire des Denver Broncos. Le saviez-vous? Y a-t-il des fans des Denver Broncos ici? Condoleezza Rice possède maintenant une partie de l'équipe. Et maintenant, elle est aussi à la Hoover Institution. C'est comme si ces personnes n'avaient pas déjà assez d'argent. Elles ont aussi besoin de ces postes pour leur estime de soi et pour montrer à quel point elles sont encore importantes, même après leur retraite. Et donc, elle écrit maintenant cet article sur les dangers de l'isolationnisme. Elle le fait pour se positionner contre la rhétorique de Donald Trump, ce qui est très intéressant car Donald Trump est à nouveau le favori des républicains. Il est le candidat à l'élection présidentielle. Condoleezza Rice, bien sûr, a servi sous un président républicain, George W. Bush. Mais maintenant, nous avons vu un réalignement se produire dans les deux partis. La faction pro-guerre des néocons du Parti républicain s'est éloignée et a commencé à soutenir Kamala Harris et le Parti démocrate. Les quelques figures de proue qui étaient anti-guerre et anti-interventionnisme à l'étranger, comme Tulsi Gabbard et plus important encore maintenant, M. Kennedy, se sont rapprochés de M. Trump. Mr. Kennedy, they moved towards Mr. Trump. So a complete Une inversion complète des positions classiques de politique étrangère de ces partis s'est produite. Donald Trump a réussi à rassembler la base républicaine autour de l'idée de mettre fin aux guerres éternelles. Pendant ce temps, les démocrates et les conservateurs comme elle, qui veulent encore s'engager dans des actions militaires contre des pays qui ne se conforment pas aux exigences des États-Unis, qualifient cette position d'isolationniste. Si vous n'êtes pas prêt à soutenir une autre guerre en Irak ou au Moyen-Orient, ou si vous vous opposez à bombarder des centaines de milliers de personnes, alors vous êtes considéré comme un isolationniste. Then you are an isolationist. That's the trick that's happening. This is of course also something that stands in stark C'est le tour qui se joue. Cela contraste fortement avec l'histoire des États-Unis qui, depuis George Washington en 1793, ont utilisé une politique de neutralité pour éviter d'être entraînés dans des guerres mondiales. Cette politique a été abandonnée en 1941 et n'a jamais été rétablie. Condoleezza Rice est fière de ses 80 ans d'intervention militaire et de tentatives de domination mondiale. Cela est évident dans ses écrits. Passons en revue certaines de ses descriptions. Par exemple, elle commence par s'assurer que les gens ne considèrent pas la situation actuelle comme une seconde guerre froide. Do not think of what's currently going on as a second Cold War. That's one of the points where I agree with her. C'est l'un des points sur lesquels je suis d'accord avec elle. Elle écrit que l'analogie favorite d'aujourd'hui est la guerre froide. Les États-Unis font à nouveau face à un adversaire à portée mondiale et aux ambitions insatiables, avec la Chine prenant la place de l'Union soviétique. Mais la Chine n'est pas l'Union soviétique. Elle continue en disant que nous sommes plus proches d'un moment du 19e siècle. Donc, dans une certaine mesure, elle reconnaît la multipolarité. Cependant, elle retombe ensuite dans une mentalité de guerre froide et de post-guerre froide. Elle dit que, comme l'impérialisme de la fin du 19e siècle, les puissances révisionnistes acquièrent maintenant des territoires par la force, et l'ordre international s'effondre. Donc, je peins ce tableau où nous sommes de retour à un moment similaire à la période de l'entre-deux-guerres, où le leadership des États-Unis est nécessaire. Par leadership, elle entend leadership militaire. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent penser, parce qu'ils voient le monde en termes de domination. Ils essayent de présenter cela comme un effort pour apporter la paix au monde. Mais la paix à laquelle ils se réfèrent est seulement ce qu'ils acceptent comme paix,
et une réalité politique acceptable. Quiconque n'est pas d'accord avec eux doit être bombardé, tué ou éradiqué. Ce sont le pire type de personnes que l'hégémonie des États-Unis et sa puissance militaire ont mis en avant. Ensuite, elle parle de Xi Jinping et du type de menace que représente la Chine, en mentionnant les activités militaires agressives de Pékin autour de Taïwan. Elle discute de ces activités et de la question de l'ambiguïté stratégique, la soulignant comme un problème. Elle soutient que les États-Unis doivent soutenir cette petite démocratie. De plus, elle souligne que la croissance de l'arsenal nucléaire de la Chine est alarmante. Elle s'engage dans un récit typique observé au cours des 15 dernières années, en exagérant la menace, en présentant la Chine comme dangereuse, avec un arsenal en constante expansion et des capacités de guerre. L'expression « Chine de plus en plus belliqueuse » ou de plus en plus assertive a été utilisée à plusieurs reprises depuis au moins 10 ans dans divers médias occidentaux pour créer un sentiment de menace pour les États-Unis et le monde. La répétition est essentielle pour transmettre un message. En Occident, la propagande n'est pas organisée de manière centralisée, elle est décentralisée. Cependant, elle a institutionnalisé certaines images, et l'une d'elles est la menace exagérée que la Chine est extrêmement dangereuse. Le récit suggère que la seule façon de contrer un empire supposément dangereux de l'autre côté du Pacifique est de s'armer et d'assumer la responsabilité d'être une nation bonne et civilisée pour tenir tête aux autocrates. C'est le récit éternel de ces gens. Il est difficile de croire que les gens tombent dans ce piège, mais ils le font. C'est pourquoi nous devons le souligner à plusieurs reprises. Elle écrit qu'il est difficile de surestimer le choc et le sentiment de trahison qui ont saisi les dirigeants des États-Unis. La politique américaine envers la Chine a toujours été quelque peu expérimentale, avec des partisans de l'engagement économique, pariant que cela conduirait à une réforme politique. Nous devons nous rappeler qu'elle était encore conseillère à la sécurité nationale au début, lorsque la Chine a rejoint l'OMC. À l'époque, l'idée était de provoquer une réforme politique en intégrant la Chine dans l'économie mondiale. Il s'attendait, et même exigeait, un changement dans la structure de leadership de la Chine, en échange de son intégration dans l'économie de marché mondiale occidentale. Western global market economy. And it's really interesting that she writes that it is hard to overstate the shock and sense of. Il est vraiment intéressant qu'elle écrive sur le choc et le sentiment de trahison ressenti par elle et d'autres lorsque la Chine n'a pas changé son système politique après l'intégration. L'attente était que la Chine se transforme de l'intérieur parce que la libéralisation économique et le contrôle politique étaient considérés comme incompatibles. Cette croyance était répandue. Xi est arrivé au pouvoir en reconnaissant ce principe, mais pas de la manière que l'Occident avait espéré. Au lieu de choisir la libéralisation économique, il a opté pour le contrôle politique. C'est cela la trahison. La Chine a osé avoir un système politique différent, et sans surprise, les États-Unis ont finalement changé de cap. Un accord bipartite a émergé selon lequel le comportement de la Chine était inacceptable. En conséquence, le découplage technologique des États-Unis avec la Chine est désormais bien engagé. Ce cadre suggère que le découplage de la Chine est finalement la faute de la Chine. Il blâme la Chine pour avoir refusé de se conformer aux attentes et aux exigences des États-Unis pour un type de régime différent. Cette perspective est très néoconservatrice. Ces personnes ne comprennent même pas à quel point cette attitude peut paraître arrogante. L'exigence selon laquelle les États-Unis devraient dicter comment les autres pays gèrent leurs affaires est ridicule. Pourtant, c'est ainsi qu'ils pensent, et ne pas se conformer est perçu comme une insulte, comme ils l'expriment dans leurs essais.
Eh bien, elle continue ensuite à écrire sur la renaissance de l'Empire russe. C'est une histoire que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Elle ne mentionne jamais le Maïdan ou l'ingérence des États-Unis et de l'Occident en Ukraine. L'histoire commence souvent avec l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'invasion à grande échelle en 2022. Cela crée un récit de la Russie comme une puissance révisionniste, voulant reconstruire l'Empire russe ou même l'Union soviétique. Pourtant, elle ressent toujours le besoin de rabaisser la Russie et de souligner à quel point les choses vont mal pour eux. Les actions de Poutine ont conduit à un alignement stratégique entre l'Europe, les États-Unis et une grande partie du reste du monde, entraînant des sanctions étendues contre la Russie. C'est maintenant un État isolé et fortement militarisé. Donc c'est juste un monde imaginaire dans lequel ils vivent, n'est-ce pas? Je veux dire, les seuls qui ont imposé des sanctions à la Russie sont l'Amérique du Nord, spécifiquement les États-Unis et le Canada, les États de l'OTAN, quelques autres pays européens, le Japon, la Corée et je pense Singapour. C'est à peu près tout. C'est l'étendue de la situation. Quelques autres imposent des sanctions en raison du risque de sanctions secondaires, comme les Émirats arabes unis sur l'Iran. Quant au secteur bancaire russe, c'est tout. La Russie est tout sauf isolée. Vladimir Poutine se rend en Asie de l'Est et du Sud-Est, en Chine et en Afrique. Il est capable de visiter de nombreux endroits différents, et les dirigeants de ces pays du Sud global visitent également la Russie. La Russie travaille actuellement avec les pays des BRICS pour construire un système alternatif d'interaction mondiale. Cela implique la création d'une nouvelle infrastructure mondiale. Cependant, certaines personnes ne le voient pas ou choisissent de l'ignorer parce qu'elles veulent présenter un récit spécifique. Elles ne rapportent pas la réalité. Au lieu de cela, elles essaient de fabriquer une réalité qui soutient leur argument. Il y a une tendance à rabaisser la Russie, surtout après que la première année de la guerre a révélé des faiblesses dans les forces armées russes. Ces personnes parlent souvent de la menace de la Russie et de la Chine, tout en les rabaissant simultanément. Elles affirment que les économies de ces pays sont en difficulté, que leurs régimes sont instables et qu'ils sont destinés à échouer à l'avenir. Elles suggèrent que tout ce que l'Occident doit faire est de pousser un peu plus dans cette direction. C'est là qu'elle retombe dans la mentalité de la guerre froide. Elle dit que la talentueuse banquière centrale de la Russie, Elvira Nabiullina, a réussi à dissimuler de nombreuses vulnérabilités de l'économie. Elle marche sur une corde raide, sans accès aux 300 milliards d'actifs gelés détenus en Occident. La Chine est intervenue pour soulager une partie de la pression. Selon elle, la Russie n'est pas encore en faillite et ne mendie pas un sauvetage de la Banque mondiale parce qu'elle a une banquière centrale compétente. Et la Chine agit comme le grand frère qui aide en cas de besoin. C'est le modèle explicatif qu'ils ont, suggérant que les sanctions imposées à la Russie échouent. À leur avis, cela sert deux objectifs. Tout d'abord, ils soutiennent que la Russie est dirigée par des dirigeants incompétents, avec seulement quelques exceptions qu'ils reconnaissent. Ils attribuent la résilience de la Russie à la Chine, liant les deux pays dans un récit qu'ils souhaitent promouvoir. C'est une histoire simpliste, mais ils persistent avec elle. Ensuite, ils reviennent à la menace chinoise. Condoleezza Rice croit clairement que la véritable menace est la Chine, pas la Russie. Elle se concentre constamment sur la Chine. Pékin ne peut pas se permettre de laisser Poutine agir librement, mais il a probablement peu d'enthousiasme pour ses ambitions de créer un nouvel empire russe, surtout si cela risque d'entraîner des sanctions secondaires sur l'économie chinoise, déjà en difficulté. Elle construit l'argument selon lequel, si vous imposez suffisamment de sanctions à la Chine et exercez suffisamment de pression sur elle, elle rompra ses liens avec la Russie.
Cela, selon leur point de vue, permettrait à la Russie de s'effondrer naturellement. C'est leur perspective. Cela devient particulièrement intéressant lorsque nous nous penchons sur la façon dont elle perçoit l'ordre actuel s'effondrer. Leur plus grande crainte n'est pas que les États-Unis gagnent plus de pouvoir, mais qu'ils le perdent. Ils craignent de ne plus être la force dominante. Cette section met en évidence cette préoccupation de manière très claire. L'ordre libéral d'après-guerre a été créé en réponse directe aux horreurs de la période de l'entre-deux-guerres. Réfléchissons à cela un instant. L'ordre libéral d'après-guerre a été une réponse directe aux horreurs de la période de l'entre-deux-guerres. Habituellement, lorsque quelqu'un dit que la façon dont le monde international d'après-guerre a été structuré était une réponse aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il se réfère à la perte massive de vies humaines, avec des dizaines de millions de personnes mourant. Cependant, elle ne se concentre pas sur ces horreurs. Au lieu de cela, elle désigne la période de l'entre-deux-guerres comme l'horreur. Cette période, étant entre les guerres, était en fait paisible, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-elle considérée comme l'horreur? L'absence des États-Unis en tant que médiateur extérieur a contribué à l'effondrement de l'ordre précédent. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, de 1919 à 1939, les puissances asiatiques et européennes, livrées à elles-mêmes, sont tombées dans un conflit catastrophique. L'horreur est que les États-Unis, pendant cette période, ne sont pas devenus l'hégémon qu'ils sont aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont brièvement combattu en Europe pendant 1 an et demi, ils sont rentrés chez eux et se sont concentrés sur leurs propres affaires. Parce que les États-Unis ne sont pas intervenus à l'échelle mondiale, nous avons fini par avoir la Seconde Guerre mondiale. Les puissances asiatiques et européennes n'ont pas été capables de gérer efficacement leurs propres affaires. C'est pourquoi les États-Unis sont vus comme une force nécessaire et bienveillante qui apporte la paix. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont appris cette leçon, ce qui aurait conduit à la paix pendant les 80 dernières années. Cependant, cette perspective ignore les guerres que les États-Unis ont imposées à d'autres pays. Malgré ces conflits, certains croient qu'il y avait la paix partout ailleurs dans le monde. Cela reflète un certain état d'esprit. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et leurs alliés ont établi un ordre économique qui n'était pas un jeu à somme nulle. Nous voilà donc à louer la sagesse des États-Unis dans la construction d'un ordre stable de la guerre froide, qui était supposément pacifique. Elle continue en disant que la mondialisation persistera sous une certaine forme, mais que la croyance en sa force positive a diminué. Elle commence à discuter de la mondialisation et de l'apparence du monde lorsqu'elle travaillait dessus dans les années 2000. Puis elle revient fréquemment à la guerre froide, mentionnant les leçons de cette époque. Elle se réfère au long télégramme de George Kennan de 1946, suggérant que l'idée de contenir un adversaire devrait être ravivée aujourd'hui. Elle mentionne également que les contradictions internes de la Russie sont évidentes. Poutine a défait plus de 30 ans d'intégration de la Russie dans l'économie internationale. Il dépend maintenant d'un réseau d'États opportunistes qui fournissent un soutien minimal pour maintenir son régime. Personne ne sait combien de temps la façade de la grandeur russe peut durer, mais elle peut causer des dommages significatifs avant de s'effondrer. Résister et dissuader l'agression militaire russe est essentiel jusqu'à ce que cela se produise. Elle semble s'attendre à ce que la Russie se termine comme l'Union soviétique, en se désintégrant en raison de contradictions internes. Même lorsque les gens reconnaissent que ce n'est plus une guerre froide, ils semblent toujours avoir une mentalité de guerre froide et un état d'esprit de domination de l'ère Reagan.
Si nous dépensons simplement plus que tout le monde, ils finiront par craquer parce que certains croient que les États-Unis sont le seul pays sans contradiction interne, avec un pouvoir et des ressources illimitées. Ils pensent que d'autres États, en particulier ceux avec des armes nucléaires, s'effondreront d'eux-mêmes. Ces personnes ont tiré les mauvaises leçons de l'histoire et essayent d'en faire la leçon aux autres. Poutine s'appuie sur une population soumise et mal informée, et son régime endoctrine les jeunes d'une manière qui rappelle la jeunesse hitlérienne. De telles déclarations sont extrêmement problématiques. Elle fait également partie de ceux qui comparent Poutine à Hitler et croient qu'il est la seule raison des actions de la Russie. Et encore une fois, je ne sais pas si elle croit à ces absurdités. Des personnes qui ont travaillé au département d'État et qui sont bien plus intelligentes qu'elle aurait pu lui dire, comme Jack Matlock et George Kennan, qu'elle a cités au tout début. Ces personnes s'opposaient à l'expansion de l'OTAN et étaient contre le triomphalisme. Ils ne voulaient pas que les années 1990 et 2000 se déroulent comme elles l'ont fait, et ils avaient totalement raison. Pourtant, elle utilise ces personnes pour soutenir que ce qui a été dit au début de la guerre froide devrait s'appliquer maintenant. Ensuite, ils ignorent toutes les autres choses importantes que les personnes qui voulaient réellement la stabilité ont dites par la suite. C'est vraiment triste. L'arrogance et le culot de ces gens sont incroyables. Regardez cela. Le potentiel humain de la Russie a toujours été grand, malgré ce qui semble souvent être un complot délibéré de ses dirigeants pour le détruire. Il est important pour les États-Unis, l'Europe et d'autres de maintenir certaines connexions avec le peuple russe. Les Russes devraient être autorisés à étudier et à travailler à l'étranger lorsque c'est possible. Les États-Unis et l'Europe devraient avoir la grâce, le cœur et la gentillesse d'accueillir certains Russes et de leur permettre de recevoir une éducation. Ils pensent vraiment qu'ils sont les seuls capables de fournir une bonne éducation. Ils pensent que c'est une manière adéquate de parler de la population d'une autre grande puissance. C'est pourquoi ces personnes n'ont pas de marche arrière, comme Alex Christoforou ne cesse de le dire dans ses vidéos sur le Durand. Ils croient en cette vision du monde mégalomane, selon laquelle c'est leur rôle d'accorder des choses aux autres, et qu'il n'existe aucune autre agence indépendante à part eux. L'avenir de la Chine n'est en aucun cas aussi sombre que celui de la Russie. N'est-ce pas agréable à savoir? Une autre contradiction découle de la coexistence difficile du capitalisme et du communisme autoritaire en Chine. Son analyse suggère qu'elle s'est révélée être une véritable marxiste. L'âge d'or de la croissance menée par le secteur privé en Chine a considérablement ralenti en raison de l'anxiété du Parti communiste chinois face à des sources de pouvoir alternatives. La Chine était autrefois à la pointe mondiale de l'éducation en ligne et des startups, mais en 2021, le gouvernement a sévi contre elle, car il ne pouvait pas surveiller de manière fiable leur contenu. Une culture entrepreneuriale autrefois florissante s'est étiolée. Elle discute de cet incident où la Chine a sévi contre son secteur de l'éducation en ligne, parce que le PCC n'appréciait plus la pression exercée sur les enfants avec l'apprentissage en ligne après l'école. Il a également sévi contre l'industrie du jeu et d'autres domaines. Et la Chine a montré à plusieurs reprises qu'elle est prête à sévir contre certains secteurs de l'économie qu'elle juge préjudiciables au développement de la nation. Cela est impensable pour les défenseurs du libre marché et les capitalistes de connivence, comme Condoleezza Rice, qui croient que l'économie doit guider l'État et que l'État doit tout faire pour aider les capitalistes à gagner encore plus d'argent. La Chine a un modèle différent.
Des universitaires chinois ont souligné que bien que la Chine soit une économie de marché, ce n'est pas un pays capitaliste, car les capitalistes n'ont pas de pouvoir sur le processus politique. C'est l'inverse. Les dirigeants politiques ont du pouvoir sur les capitalistes. Chaque fois qu'un capitaliste, comme Jack Ma, devient trop puissant, il est impitoyablement réprimé. S'ils ne se conforment pas, c'est la fin pour eux. Je ne dis pas que je suis satisfait de ce modèle. Il a évidemment ses problèmes. Cependant, il est fascinant que Condoleezza Rice soit l'une de celles qui ne peuvent l'accepter. Elle utilise cela comme une analyse de pourquoi la Chine finira par échouer. Elle croit que seul un système calqué sur les États-Unis peut réussir. Tout autre système est voué à l'échec. C'est ainsi que ces personnes pensent. Ensuite, en conclusion, elle soutient que les États-Unis doivent maintenir des capacités de défense suffisantes pour empêcher la Chine, la Russie ou l'Iran d'atteindre leurs objectifs stratégiques. La guerre en Ukraine a révélé des faiblesses dans la base industrielle de défense des États-Unis qui doivent être corrigées. Elle appelle à plus d'armes et à un financement accru pour la défense. Des réformes critiques sont nécessaires dans le processus de budgétisation de la défense, qui est actuellement inadéquat. Essentiellement, elle dit que nous avons besoin de plus d'argent, de plus d'armes et de plus d'engagement militaire. De plus, au-delà des capacités militaires, les États-Unis doivent reconstruire d'autres éléments de leur boîte à outils diplomatique, tels que les opérations d'information, qui se sont érodées depuis la guerre froide. Elle suggère que les États-Unis doivent augmenter leurs efforts de propagande à l'étranger. Nous devons intensifier les opérations psychologiques et contrôler les populations étrangères avec les informations que nous leur fournissons. Actuellement, nous n'en faisons pas assez, bien que les États-Unis en fassent beaucoup. Il suffit d'ouvrir le New York Times ou n'importe quel journal en Europe pour voir comment ces opérations d'information fonctionnent efficacement. Elle est l'une des pires impérialistes aux États-Unis et elle en parle très fièrement, comme si elle fournissait une grande analyse mondiale, tout en accusant d'autres puissances d'être impérialistes. Il devient à nouveau clair ici qu'elle vit soit dans un monde imaginaire, soit qu'elle a une mauvaise évaluation des affaires mondiales. Lisez ceci. La bonne nouvelle est qu'étant donné le comportement de la Chine et de la Russie, les alliés des États-Unis sont prêts à contribuer à la défense commune. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique, y compris l'Australie, les Philippines et le Japon, reconnaissent la menace et semblent déterminés à y faire face. Elle est heureuse que d'autres alliés semblent maintenant disposés à en faire plus, y compris la Finlande et la Suède, qui ont rejoint l'OTAN. Elle recommande toujours que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et l'Union européenne, comme si rejoindre l'Union européenne avait jamais été un problème. La Russie n'a jamais été contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'agissait toujours de l'OTAN, et il persiste encore. Il n'y a pas de marche arrière. L'élément intéressant est que lorsqu'elle commence à énumérer tous les alliés, elle inclut le Vietnam. Rappelez-vous, le Vietnam actuel était le Nord-Vietnam pendant la guerre du Vietnam, l'ancien ennemi numéro 1 des États-Unis. Le Vietnam semble maintenant prêt à contribuer, compte tenu de ses préoccupations stratégiques avec la Chine. Le défi sera de transformer les ambitions des partenaires américains en un engagement soutenu une fois que les coûts des capacités de défense renforcées deviendront clairs. Je souligne cela avec le Vietnam, parce que le Vietnam s'engage dans ce qu'on appelle la diplomatie du bambou. Il interagit à la fois avec la Chine et les États-Unis, achète des armes de diverses sources et travaille également avec la Russie. Cela fonctionne avec tout le monde. Ce n'est pas aligné avec la stratégie américaine de mener des guerres par procuration.
Cependant, elle suppose que les interactions diplomatiques du Vietnam avec les États-Unis signifient que le Vietnam est maintenant aligné avec les États-Unis. Cette perspective ne tient pas compte du fait que les pays peuvent s'engager avec plusieurs puissances, maintenir des relations amicales avec tout le monde et éviter la polarisation. Dans leur vision du monde, si un pays interagit avec les États-Unis, il est soit de leur côté, soit de l'autre côté, car ils voient les choses en noir et blanc. De plus, elle mentionne que les États-Unis devraient envisager de renforcer les liens avec des pays comme le Japon et l'Allemagne pour tirer parti de leur capacité militaire contre les adversaires. C'est ce qu'elle veut dire lorsqu'elle parle de capacités de défense renforcées qui doivent être utilisées et engagées davantage pour les objectifs des États-Unis. C'est vraiment effrayant que ces personnes nous disent ouvertement qu'elles veulent un contrôle plus étroit sur leurs soi-disant alliés, qui ne sont maintenant vraiment que des États vassaux que les États-Unis essaient de déployer dans leurs plans militaires. Ils nous le disent avec d'autres mots, mais c'est le projet. Elle dit que la principale question qui plane sur le système international aujourd'hui est où se situe l'Amérique. Encore une fois, tout revient aux États-Unis. Tout tourne autour des États-Unis. Les États-Unis sont le Soleil, la Lune et les étoiles. La question est-ce que le Soleil, la Lune et les étoiles savent ce qu'ils veulent? Ou ont-ils peur? Ont-ils peur? Are they afraid? Are they scared? And she comes to her grand conclusion, which I already read out to you. Et elle arrive à sa grande conclusion, que j'ai déjà mentionnée. C'est vraiment effrayant. Ces gens, elle n'est pas au pouvoir maintenant, mais elle est une idéologue principale. Elle est comme un pape des néocons. Elle est aimée par beaucoup d'entre eux et admirée. Elle enseigne et est considérée comme une grande femme d'État. Ces gens ont du pouvoir et leur vision du monde a de l'influence. C'est effrayant de voir comment ils n'ont rien appris de leurs crimes passés, ou, pire encore, sont pleinement conscients de ce qu'ils ont fait et veulent en faire plus. La domination est la seule chose qu'ils désirent, tout en accusant les autres de leurs propres péchés. C'est de la pure projection. Ce sont les gens avec qui nous devons traiter et que nous devons surveiller. Je ne sais pas si nous pourrons jamais leur arracher le pouvoir. Nous verrons. Merci pour votre attention. We'll see. Thank you for your attention. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.